toi, pour te présenter, tu es fondatrice et CEO d'une agence qui s'appelle Maple. Tu fais partie aujourd'hui du top 20 des femmes les plus influentes en tech dans la catégorie EdTech selon Forbes en 2019. Tu es une personnalité française assez connue dans le monde du web avec plusieurs entreprises à ton actif. Tu as été d'abord ingénieur dans l'industrie, puis après tu es maître également de conférences en marketing à l'université. Tu es également aujourd'hui professeur à HEC et je le disais, serial entrepreneur dans le domaine du web. Aujourd'hui, avec Maple, tu accompagnes des fonds d'investissement et des grands groupes dans leur transformation digitale. Et donc, je disais, tu es actuellement sur Montréal et tu vas nous en parler un petit peu et nous partager ta vision et ton expertise de la transformation qui s'accélère aujourd'hui. Je te laisse la parole avec plaisir. Très bien, merci beaucoup, merci Antoine. Alors vous me voyez, mais moi je vous vois pas. J'ai de la visibilité essentiellement sur mon écran, ce qui est un peu frustrant. Mais je vous verrai dès lors qu'on aura terminé la partie présentation. Bon, je vous dis bonjour à toutes et à tous. Je devrais peut-être vous dire bonsoir, puisque effectivement, comme le précisait Antoine, il est 23h30 en fait pour moi à Montréal. On n'est pas encore le 4 novembre, on est toujours le 3 novembre ici. Et je vous invite dans un premier temps à remercier très chaleureusement et à féliciter très fortement Antoine qui a réussi à me convaincre de faire cette présentation aussi tardive. Je vous avoue que je fais très rarement des conférences en ligne à une heure aussi tardive. Je l'ai déjà fait une ou deux fois par le passé. Bien, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui et je suis ravie de lancer, d'ouvrir cette journée, cette masterclass. J'ai parcouru un peu le programme et j'ai vu que la journée allait être particulièrement dense pour les étudiants de Digital College. Et si j'avais un conseil à vous donner, parce que vous allez aborder différents thèmes, tous en lien avec le digital, vous allez entendre différents interlocuteurs et c'est toujours des moments qui sont passionnants, qui sont riches en termes de retour d'expérience. Moi, si j'avais un conseil à vous donner, mon premier conseil de la journée, pour ce début de journée pour vous, c'est surtout de vous faire plaisir. C'est d'essayer de trouver dans l'ensemble des présentations qui vont vous être faites, des idées et des choses qui vous parlent à vous, plus que ça ne pourrait parler à d'autres, à vous parce que ça va résonner avec qui vous êtes. Donc pour cette journée, faites-vous plaisir et essayez d'être le plus créatif possible. Pourquoi je vous parle de la créativité? Parce que c'est selon moi l'élément différenciant sur lequel vous devez travailler lorsque vous êtes en formation, lorsque vous êtes en école, parce que c'est ce qui fera votre différence, notamment par rapport aux machines, mais en règle générale, dans le monde dans lequel on est en train d'avancer aujourd'hui, pour les 10, 15, 20, 30 et plus années à venir, la créativité et l'ensemble des éléments de personnalisation que vous portez seront votre élément différenciant. Donc faites-vous plaisir aujourd'hui et soyez les plus créatifs possibles et prenez un maximum d'idées. Moi, pour ma part, je vais essayer justement de vous apporter des insights, de vous donner quelques éclairages sur la digitalisation qu'on est en train de vivre actuellement, alors plus particulièrement l'accélération qu'on est en train de vivre depuis l'apparition et la propagation du Covid, et puis de manière plus pérenne, comment est-ce que quand on transforme une société, comment on le fait de manière successful, ce qui n'est pas une chose forcément toujours aisée. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de la transformation digitale des sociétés et de l'accélération, je voudrais juste revenir effectivement sur l'endroit d'où je vous parle aujourd'hui. Je fais toujours une petite présentation contextuelle sur chacune de mes interventions. Alors, comme le disait Antoine, je suis à Montréal. Montréal, c'est au Canada. J'ai pris cette petite photo ce matin pour vous montrer juste la différence de température entre chez vous et l'endroit d'où je vous parle. Donc ce matin, effectivement, il faisait -1 degré. On a une vague de froid qui est arrivée depuis 2 jours. Donc autant vous dire qu'en fait, l'hiver est en train d'arriver déjà à Montréal. Et Antoine me disait que vous aviez 23 degrés. Donc on vit dans des contextes qui sont très différents. Bon, ceci dit, pour vous parler en quelques mots de la ville d'où je vous parle aujourd'hui, qui est quand même une ville
qui est extrêmement riche. Sur différents plans. Au niveau universitaire, à Montréal, vous allez retrouver 4 très grosses universités qui ont des renommées à l'international. Vous avez l'université McGill, l'université Concordia, l'UQAM, HEC Montréal, qui sont des très grosses universités qui rayonnent tant pour leur recherche que pour leur activité pédagogique partout dans le monde. Montréal, c'est également, très peu de personnes le savent, mais c'est également la deuxième ville après Hollywood pour le tournage des super productions. Vous avez les X-Men qui ont été tournés à Montréal, L'étrange histoire de Benjamin Button avec Brad Pitt, également Catch Me If You Can avec Leonardo DiCaprio. Donc la ville de Montréal, depuis plusieurs années aujourd'hui, c'est devenu la succursale de Hollywood. Et ce qui génère une émulsion tant au niveau de la créativité dans les studios vidéo, et également beaucoup de créativité dans des studios de jeux vidéo. Et Montréal est aujourd'hui l'une des villes les plus actives en termes de création de jeux vidéo sur la planète. Et puis bien évidemment, l'un de mes centres d'intérêt à moi, c'est les innovations, l'intelligence artificielle et Montréal. Quand vous cherchez un endroit sur la planète où vous positionnez, quand vous êtes intéressé par les innovations et par ce qui est en train de transformer le monde aujourd'hui, bien Montréal, c'est la capitale de la recherche en intelligence artificielle, notamment à travers un laboratoire, qui est le laboratoire du MILA, qui a été créé par l'expert en deep learning, qui est Joshua Bengio, qui a été l'un des premiers à s'intéresser au réseau de neurones et à proposer le concept des réseaux de neurones. Et donc, ce laboratoire et l'ensemble de l'écosystème d'intelligence artificielle qui gravite autour de ce laboratoire à Montréal font de Montréal la capitale en matière d'intelligence artificielle dans le monde. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé il y a 1 an de m'expatrier avec ma famille à Montréal, au Canada, même si effectivement les hivers sont particulièrement rudes, mais à côté de ça, la vie est extraordinaire. Et je vous invite à visiter cette ville pour tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de la découvrir. J'avais préparé une petite vidéo et puis malheureusement, on l'a testée en amont avec Antoine et elle passait pas très bien. Donc, je vous ai juste introduit ici une photo qui est une photo d'une vue aérienne, vue d'un drone. On retourne dans notre sujet, sur Montréal et qui vous montre d'ailleurs que Montréal est une île, comme l'île de la Réunion. Peu de personnes le savent, mais effectivement, Montréal, c'est une île. On a le fleuve Saint-Laurent, vous pouvez naviguer, il y a un port. Et c'est une ville dans laquelle la qualité de vie est extrêmement agréable. Bien, voilà pour l'introduction et le contexte. Je vous propose à présent d'entrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est l'actualité. C'est l'actualité que vous vivez aujourd'hui. C'est l'actualité qu'on vit tous sur la planète depuis le mois de mars 2020. Depuis le mois de mars 2020, on a été 4,5 milliards d'individus sur la planète à être confinés. Entre mars et avril 2020, on a vu la dette publique mondiale passer de 83% à 96% du PIB. Une situation de crise sanitaire et de crise économique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Au niveau économique, si vous regardez le continent, qui est le continent américain, la crise qu'on a vécue compte tenu du Covid-19 est plus importante que celle qui avait été vécue au moment du krach de 29. Et en fait, cette situation qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité est en train de progressivement nous amener vers ce que j'appelle un changement de paradigme. Et en cela, c'est véritablement une situation qui est extraordinaire. Ce changement de paradigme, on le voit tant au niveau individuel, et vous devez le voir déjà vous-même dans votre entourage personnel. On a des millions de personnes aujourd'hui sur la planète qui sont en train d'effectuer un changement de paradigme au niveau personnel, qui, compte tenu de la situation qui est imposée par le Covid, compte tenu du confinement, en viennent à remettre en question leur manière de vivre, en viennent à remettre en question leur manière de consommer. Donc on est là sur des éléments qui sont extrêmement importants pour des enseignes, qu'elles distribuent de manière digitale ou qu'elles distribuent en réel. Et des individus qui en viennent à questionner leur rôle dans une société, leur rôle dans une entreprise et leur rôle dans la société de manière plus globale.
leur relation aux technologies, leur relation aux machines, leur relation à l'environnement. Et ce changement de paradigme, que vous êtes peut-être d'ailleurs vous-même également en train de vivre, ce ne serait pas surprenant, c'est véritablement un événement qui est exceptionnel, qui amène une espèce de prise de conscience de chaque individu et qui amène un certain nombre d'experts aujourd'hui à s'accorder sur le fait qu'on aura véritablement une situation de comportement individuel d'avant le Covid-19 et une situation de comportement individuel d'après la Covid-19. Et ça, ce sont des éléments qui sont déjà en eux-mêmes extrêmement intéressants et moi je dirais même extrêmement positifs pour l'évolution du monde et qui doivent être suivis par l'ensemble des enseignes qui distribuent des produits, des services à destination de l'ensemble des concitoyens sur la planète. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, on a un changement de paradigme qui a été également effectué au niveau des organisations. Et les organisations, la majorité d'entre vous, vous travaillez déjà dans les organisations, d'après ce que j'ai pu comprendre à l'intérieur de votre école, vous êtes pour la majeure partie d'entre vous déjà en contrat d'alternance, en apprentissage. La grande majorité des organisations sur la planète ont plutôt tendance à être ce qu'on appelle des suiveurs. Vous avez les leaders, les challengers et les suiveurs sur chaque marché. On a 80% des sociétés qui suivent les évolutions et qui répètent d'année en année les stratégies ou qui suivent les stratégies qui ont été déployées par les leaders qui sont les plus innovants. Donc là, on est plutôt sur des stratégies de répétition de same way. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est que grâce ou à cause du Covid-19, du confinement qui a été imposé du fait du Covid-19, de manière systématique, on a eu un changement qui a été intégré à l'intérieur de chacune des sociétés. Et on a eu un changement, dans un premier temps, de paradigme, notamment de la part du top management. Et ce changement s'est traduit par quoi? Par le fait que la transformation digitale, qui était un sujet qui figurait déjà à l'intérieur de la liste des priorités de chacune des entreprises sur la planète, mais qui n'était pas en top priorité. Vous savez, il s'agit des sujets dont on considère que c'est en top priorité à partir du moment où le chiffre d'affaires de la société commence à être réduit et où effectivement il est nécessaire de le mettre en priorité numéro 1. Et bien là, considération économique première, la transformation digitale est arrivée en top priorité si notamment certaines entreprises voulaient survivre. Et aujourd'hui, tous les experts de la transformation digitale, de l'innovation, des plans de transformation managériaux, organisationnels des entreprises s'accordent à dire que cette transformation digitale, c'est ce qui a permis à un très grand nombre d'entreprises de faire face à la crise qu'on est en train de vivre depuis le mois de mars, ce qui est déjà une première étape, mais en plus, pour les entreprises qui ont réussi cette transformation digitale, on y reviendra tout à l'heure, réussir sa transformation digitale, c'est pas une chose qui est aisée, mais pour les entreprises qui l'ont réussi ou qui vont la réussir, ça peut devenir effectivement un avantage concurrentiel sur du long terme lorsqu'on sera sorti de cette situation, parce que forcément, on va en sortir, on ne va pas rester éternellement dans une situation de confinement ou de Covid. Donc, cette transformation digitale qui a été rendue possible grâce au Covid, qui a été qui est devenu comme une évidence et qui est passé en top priorité dans l'agenda des entreprises, a permis déjà de sauver l'activité économique d'un très grand nombre de sociétés et en plus, si elle est bien menée sur du long terme, elle permettra à ces sociétés de se positionner de manière stratégique sur leur marché. On va y revenir tout à l'heure. Alors, la transformation digitale, qu'est-ce que c'est? J'aime bien revenir toujours à des définitions pour être certain qu'on parle de la même chose. Et en termes de définition, j'apprécie les définitions qui sont assez courtes. En général, les définitions courtes sont toujours les meilleures. Je vous propose cette définition de la transformation digitale. Il s'agit de la transformation de toutes les composantes de l'entreprise. Les processus, les métiers, la culture, l'organisation. Sous l'influence, alors
des technologies, plutôt, là on est sur les technologies de l'information et de la communication, bon c'est un terme qu'on n'utilise quasiment plus, c'est la définition de l'AFNET, comme on est dans un contexte franco-français, j'ai choisi une définition française, mais l'élément qui est important dans cette définition, si vous deviez en retenir un seul, c'est que se transformer au niveau digital, c'est transformer toutes les composantes de l'entreprise. C'est le mot que j'ai mis en lettres capitales. Et l'erreur qui est commise par un très grand nombre de sociétés, par un très grand nombre de dirigeants, c'est de s'arrêter au terme digital dans l'expression transformation digitale et de penser de manière erronée que se transformer au niveau digital, c'est intégrer des technologies digitales. Ça n'est pas le cas. Se transformer au niveau digital, c'est transformer la totalité des composantes de l'entreprise. Et c'est même, on va le voir dans quelques instants, transformer sa société du sol au plafond. Bien, on transforme la société, la totalité de la société, le processus, les métiers, la culture et l'organisation sous l'influence de technologies. Et même si, effectivement, la transformation digitale, ça n'est pas implémenter des technologies, ces technologies sont elles qui donnent l'input, ce sont elles qui sont en train d'aujourd'hui disrupter l'ensemble des économies sur la totalité de la planète. Et j'ai souhaité aujourd'hui, avec vous et dans cette première partie, faire un focus sur ce que je considère comme étant les 4 technologies qui sont véritablement aujourd'hui les technologies qui sont les plus disruptives, que l'on retrouve dans la quasi-totalité des secteurs et qui sont véritablement en train de transformer tous les secteurs de l'économie mondiale. Ces 4 technologies, vous les connaissez, vous en avez déjà entendu parler ou alors vous avez déjà lu des articles sur ces technologies sans forcément maîtriser les éléments techniques qui en font partie. L'intelligence artificielle, la blockchain, le cloud, l'Internet des objets, Internet of Things, et lié avec l'Internet des objets, ce qu'on appelle le big data, qui est généré par l'Internet des objets, le fait que vous ayez des objets qui soient interconnectés entre eux et qui soient connectés également via Internet. Ce que je vous propose dans cette première partie, c'est de vous présenter chacune de ces technos et notamment de vous présenter les innovations principales en lien avec ces 4 technos majeurs et comment est-ce qu'on les applique aujourd'hui dans des secteurs dédiés. Je vous propose de commencer par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça fait rêver. Déjà, rien que le nom, effectivement, on voit tout de suite des robots. En fait, le spectre de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle est extrêmement large. Pour commencer, l'intelligence artificielle, en fait, vous allez en retrouver dans de nombreuses plateformes que vous utilisez, de nombreuses plateformes, de nombreuses applications. Vous allez en trouver typiquement dans les applications telles que Facebook, Instagram, Netflix, Amazon, l'ensemble des comparateurs que vous utilisez. Vous allez en retrouver sur Waze, vous allez en retrouver sur la quasi-totalité des applications que vous utilisez quotidiennement. Et vous les connaissez, les éléments qu'on peut qualifier d'intelligents. Il s'agit des algorithmes qui ont été conçus de manière à pouvoir connaître puis comprendre les comportements des utilisateurs de ces applications pour pouvoir proposer des services qui sont personnalisés et qui correspondent au mieux au profil des utilisateurs, aux préférences de ces utilisateurs et qui permettent également de prédire des achats qui sont des achats de type réachat pour fidéliser les clients. Vous le retrouvez chez Amazon, vous le retrouvez chez Netflix qui utilise aujourd'hui un très grand nombre de données de manière à cibler ses audiences et de manière également à construire les séries, les documentaires, un peu comme on construit une recette avec un certain pourcentage d'ingrédients, un certain pourcentage de romantisme, un certain pourcentage d'horreur, un certain pourcentage de stress qui va permettre de créer directement un film ou une série qui correspondra exactement à un cœur de cible qui a été défini par Netflix. Et puis, des applications telles que Facebook et Instagram, vous les connaissez. Et vous savez effectivement quels sont les algorithmes qui sont utilisés, notamment par la société Facebook, qui va d'ailleurs très loin, puisque Facebook utilise déjà des algorithmes de reconnaissance faciale et autres. On va en parler dans quelques minutes.
Après ces applications un peu de base, vous connaissez également et vous les utilisez tout un tas de sites internet qui ont recours aux chatbots. Alors les chatbots, vous avez différents types de chatbots. Vous avez des chatbots qui sont extrêmement simples et qui n'ont pas de système d'intelligence artificielle intégré, c'est-à-dire qu'ils vont pas être dans un système d'apprentissage. Et puis vous avez des chatbots qui, comme c'est un peu le cas sur cette image, ont pour objectif véritablement de remplacer le conseiller client, de manière à pouvoir personnaliser l'interaction avec le client et du coup être véritablement dans ce qu'on appelle une offre de service one-to-one et ne plus être dans du one-to-many qui est ce que l'on arrive à réaliser principalement lorsqu'on est sur une plateforme digitale. L'objectif des sociétés aujourd'hui, c'est véritablement de revenir à du one-to-one. Le chatbot, c'est l'un des éléments sur lequel, effectivement, on arrive avec des chatbots intelligents qui, à chaque utilisation du bot par un nouvel utilisateur, va être en train d'apprendre et préciser en fait son entonnoir de questions de manière véritablement à personnaliser en fonction du profil de chacun des utilisateurs du bot. Bien. Avec les applications, les sites internet, les applications, les bots, on est sur un premier niveau d'intelligence artificielle que vous connaissez, que vous utilisez, qui sont très utilisés déjà aujourd'hui dans de nombreuses entreprises. Aujourd'hui, ce que l'on commence à voir de plus en plus et qui va se répandre dans les années à venir très très rapidement, ce sont des applications, pardon, ce sont des applications telles que celle-ci, les applications de reconnaissance faciale qui sont le résultat direct de recherches en deep learning et qui permettent aujourd'hui de transformer déjà des industries telles que l'industrie de la médecine, par exemple, où, comme vous le savez, les dermatologues peuvent être très fortement aidés par des systèmes de reconnaissance faciale, puisque un système intelligent va être capable, mieux qu'un spécialiste, d'identifier directement des tumeurs ou des modifications de tissus de la peau, par exemple, que ne pourrait le faire un dermatologue, puisque la quantité d'informations qui peut être stockée en mémoire à l'intérieur directement du système intelligent va lui permettre de faire une comparaison entre l'image qui est à diagnostiquer et une quantité, des millions d'images qui lui sont stockées directement en mémoire. Donc, première application qui est en train de transformer radicalement le secteur de la médecine, l'intelligence artificielle avec la reconnaissance faciale. Ensuite, toujours dans le domaine des robots et de la robotique, vous allez trouver de plus en plus des robots comme celui-ci. Là, c'est un robot cooking. Alors, les robots cooking, ils ont été introduits dès les années 2018. Ça fait déjà 2 ans. On commence à en voir de plus en plus, notamment aux États-Unis, également en Asie. Là encore, ce sont des robots qui ne sont pas simplement dotés de systèmes automatiques, mais qui sont aussi et surtout dotés de systèmes intelligents qui apprennent constamment de leurs erreurs, qui possèdent en base de données une quantité de recettes qui est astronomique. Et quand je vous dis astronomique, en fait, il faut vous représenter l'ordre de 10 puissance 20, 10 puissance 21, c'est-à-dire 21 zéros après un 1, la quantité de données en octets qu'on est capable de stocker aujourd'hui dans des systèmes et notamment des systèmes intelligents. Donc, ce sont des systèmes qui sont extrêmement, extrêmement puissants. Donc, c'est pour ça que j'utilise effectivement assez fréquemment cette expression qui est une quantité astronomique, puisqu'il y a en physique quantique notamment, qu'on arrive à se représenter la quantité d'informations, la quantité de données, avant que ce soit des informations, la quantité de données qu'on est capable de stocker aujourd'hui dans les systèmes intelligents. Et c'est sur la base de ces données qui sont stockées et sur la base des algorithmes qui les rendent intelligents, notamment via les systèmes des réseaux de neurones, que ces machines, que ces robots sont capables aujourd'hui d'offrir un service qui est un service digne d'un chef cuisinier. Ils vont être capables de prendre en considération des proportions, ils vont être capables de prendre en considération des préférences au niveau gustatif, des préférences au niveau des épices, des préférences en termes de régime végétarien ou autre. Et on arrive aujourd'hui effectivement à équiper un certain nombre de cuisines, un certain nombre de restaurants avec ce type de robot. Et puis, bien évidemment, quand on est dans le domaine de la robotique intelligente, l'un des secteurs qui est en train d'être le plus transformé aujourd'hui, c'est le secteur des transports avec les robotaxis, les véhicules autonomes sur lesquels vous avez
Tesla, mais également Google et l'ensemble des constructeurs automobiles qui aujourd'hui sont déjà en train de travailler. Bien, là on était sur la technologie d'intelligence artificielle. Si vous avez un élément à retenir sur l'intelligence artificielle, c'est que finalement, les éléments intelligents en termes d'intelligence artificielle, vous en utilisez déjà quasiment tous les jours à travers les applications que vous utilisez. Et il existe aujourd'hui de nouvelles innovations telles que la reconnaissance faciale, des robots cooking, des robots, les taxis robots, mais également, vous avez dû en entendre parler, d'autres robots qui sont testés dans le domaine de l'armée, qui auront des applications directes dans le domaine civil, qui vont petit à petit transformer radicalement des pans entiers de l'économie. Ça, c'était pour l'intelligence artificielle. On arrive à présent à l'Internet des objets, Internet of Things en anglais, et de manière liée, en fait, le big data. Pourquoi de manière liée? Et pourquoi est-ce que je présente les deux ensemble? Très souvent, les deux sont séparés et en fait, ça crée une confusion, je trouve, dans l'esprit des individus. En fait, aujourd'hui, Internet of Things, c'est le fait qu'on est capable de connecter des objets. Les objets sont connectés directement au réseau Internet et ils peuvent être par conséquent connectés entre eux. Et chacun des objets que vous allez utiliser collecte des données d'utilisation. Va connecter l'heure à laquelle vous vous êtes connecté, le type de données que vous avez utilisées, la manière dont vous les avez utilisées. Et l'ensemble de ces données collectées sur cet équipement, additionnées à l'ensemble des données qui sont collectées par l'ensemble des équipements qui sont connectés à Internet, forment ce que l'on appelle le big data, c'est-à-dire la quantité astronomique. On est dans l'ordre aujourd'hui du 40 zeta-octets, c'est-à-dire 40 10 puissance 21 octets de données amassées en matière de big data sur la planète et amassées par environ 10 milliards d'objets connectés. On estimait il y a encore 4 ou 5 ans qu'on aurait environ 50 milliards d'objets connectés sur la planète. Donc, d'ici à 2020 est arrivé, on en a 5 fois moins, mais on a déjà quand même 5 milliards d'objets connectés sur la planète qui nous permettent de collecter une quantité phénoménale de données. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? L'Internet des objets, aujourd'hui, vous allez le retrouver dans les domaines qui vous entourent à l'intérieur des villes. Vous allez le retrouver dans l'urbanisme, dans l'architecture, dans le BTP. L'Internet des objets est en train de transformer l'ensemble des réseaux urbains, interurbains. Et cet Internet des objets doit permettre notamment d'avoir une gestion de l'énergie qui va être optimisée et d'avoir des villes, ce qu'on appelle des villes intelligentes, et on a déjà un certain nombre de prototypes de villes intelligentes aujourd'hui sur la planète. Vous avez Oslo en Norvège, on a Londres, Barcelone, San Francisco et bien évidemment Singapour en Asie. Toutes ces villes ont développé des systèmes qu'elles ont connectés de manière à pouvoir optimiser la gestion de l'ensemble du maillage de leur ville, de manière à optimiser la consommation d'énergie, de manière également à offrir des services qui sont accessibles plus facilement à l'ensemble de leurs citoyens. Les services administratifs, des services de santé, on connecte les services de santé aux services éducatifs. Et c'est cet ensemble qui doit permettre à l'ensemble des villes de la planète d'avancer vers les villes du 21 et du 22e siècle. L'Internet des objets, vous allez le trouver également aujourd'hui beaucoup dans le secteur de l'agriculture. Vous avez ici une photo d'un tableau de bord d'un tracteur. On a aujourd'hui de plus en plus de fermes qui sont connectées. Et ces fermes connectées sont aussi des fermes intelligentes, puisque grâce à ce type de véhicule, on a la possibilité directement de monitorer et de bien calibrer la quantité d'eau ou la quantité d'engrais ou la nature des engrais que l'on va semer en fonction du degré d'aridité qui est détecté par des capteurs ou directement par des drones qui transmettent ces informations, ces données qui sont collectées, qui les transmettent en direct au tracteur qui va lui-même par la suite relâcher la quantité d'informations nécessaires aux endroits où il est nécessaire de l'implémenter. Donc, Internet des objets, une application directe pour l'agriculture, qui est une application à laquelle on ne pense pas forcément. L'Internet des objets, je vous le disais, ça nous amène directement au sujet du big data. Le big data, cette quantité d'informations qui est à notre disposition aujourd'hui, c'est un sujet qui fait rêver des tas d'entreprises.
On a beaucoup d'entreprises qui, effectivement, ont pris conscience au cours des dernières années qu'elles avaient une quantité de données accessibles, et notamment une quantité de données accessibles qui concernait leurs clients, leurs utilisateurs, voire même, très en amont, leurs prospects. Et donc, beaucoup de ces entreprises souhaitent avoir ce que vous avez à l'écran. C'est un mur de visualisation. On appelle cela également une Data Management Platform avec l'acronyme DMP. Je vous en ai mis un sur le slide suivant, qui est en fait ici la DMP ou le Data Wall d'une entreprise que vous connaissez, qui est la SNCF. C'est un Data Wall qui a été réalisé, qui a été conçu par une entreprise qui s'appelle Captain Dash, dont c'est la spécialité. Alors, ce Data Wall, c'est le rêve de la quasi-totalité des grands groupes aujourd'hui. Mais entre le rêve, c'est-à-dire ce que vous voyez à l'écran, et la réalisation, la route n'est pas toujours aussi simple, parce que pour réussir à obtenir ce type de visualisation, encore faut-il être capable de construire ce qu'on appelle un data lake, c'est-à-dire un lac de données dans un premier temps, avec des scientifiques de la donnée, ce qu'on appelle des data scientists, et également des data analysts, qui sont pas les deux, qui sont pas les mêmes, qui n'ont pas les mêmes expertises, avec des architectes réseau qui sont capables de vous concevoir une architecture en termes de base de données qui soit la plus propre possible, et puis derrière des experts de la donnée, donc notamment les data analysts, qui vont être capables de modéliser la donnée de manière à aboutir à des outils d'aide à la décision, que sont en fait ces dashboards, parce que finalement, l'ensemble de la visualisation de la donnée à laquelle on donne du sens, c'est-à-dire qui devient de l'information, ce sont des dashboards qui sont des outils d'aide à la décision pour le top management. Et principalement, le big data auquel on aboutit grâce à l'ensemble de l'Internet des objets doit servir à aboutir à des systèmes d'aide à la décision, doit servir, et cela quelle que soit l'industrie, ça doit servir principalement à permettre aux dirigeants de voir clairement comment leur société fonctionne, comment leur organisation fonctionne au niveau des process, de manière à optimiser les process. Quel est le parcours client du prospect jusqu'à la fidélisation de votre organisation pour pouvoir également l'optimiser, pour pouvoir satisfaire au mieux les clients. C'est à ça normalement que sert la collecte, l'analyse des données, et on va le voir dans quelques instants, notamment à travers les plans de transformation digitale. Troisième technologie, la blockchain. Alors, la blockchain, c'est un mot dont j'entends très souvent parler quand j'interviens en tant qu'expert dans différentes sociétés. Et ce qui m'amuse très souvent, c'est qu'en fait, dans les sociétés qui sont absolument pas digitales, ce mot blockchain, c'est quasiment un gros mot. C'est-à-dire que c'est un mot qui intéresse beaucoup de gens. C'est un mot aussi qui claque beaucoup. Alors, et je pense qu'il suscite beaucoup d'intérêt. Mais qu'en fait, derrière ce mot, rares sont les personnes qui savent véritablement ce qu'est la blockchain. Alors, et c'est dommage parce que, selon moi, cette technologie, qui est la troisième technologie que je vous présente, c'est l'une des technologies qui va le plus transformer des secteurs économiques, la finance, les assurances, mais également le BTP, l'enseignement avec les universités. Énormément de secteurs peuvent être des utilisateurs de la blockchain et des plateformes qui sont en train d'être conçues aujourd'hui. Des plateformes de blockchain, je vous en montre une ici à l'écran. C'est la plateforme Etherscan. C'est une plateforme à l'intérieur de laquelle vous pouvez directement, et vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez effectuer des transactions avec ce qu'on appelle des Ethers, d'où le nom de Etherscan. Puisque une plateforme de blockchain, c'est avant tout une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir réaliser des transactions, des chaînes de blocs, des transactions juridiques et également des transactions, bien évidemment, financières, puisque vous avez tous entendu parler, et en lien direct avec la blockchain, de ce qu'on appelle le Bitcoin, qui a été qualifié de crypto-monnaie. J'aime pas trop ce terme pour le Bitcoin parce que on a fait croire en utilisant ce terme de crypto-monnaie pour le Bitcoin que le Bitcoin était réellement une monnaie, mais en fait, une monnaie virtuelle, pas une monnaie papier avec des billets ou des pièces, alors qu'en fait le Bitcoin c'était un étalon qui permettait
de réaliser des transferts d'argent d'un point A à un point B en désintermédiant ce transfert et en diminuant au maximum les frais. Et donc, il fallait un étalon, il fallait une référence. Et la référence a été donnée avec ce bit, un bit qui correspondait à coin, c'est-à-dire à la devise, à une pièce. La blockchain, les crypto-monnaies, finalement, on arrive aujourd'hui à créer une véritable monnaie virtuelle. Tant qu'on était avec le Bitcoin, qui a été créé il y a une dizaine d'années aujourd'hui, mais avec lequel vous ne pouvez pas vous acheter de café, sinon vous allez aller vous acheter un café aujourd'hui, vous allez le payer 3 $, enfin 3 $ canadiens, vous allez le payer 3 €, et puis demain vous allez retourner vous acheter un café, et puis le même café il va coûter 5 €, et puis le lendemain vous allez vous racheter un café, enfin 5 Bitcoins, et puis le surlendemain, le prix aura encore été modifié. Il n'y a pas de stabilité en fait, financière avec un Bitcoin. 10 ans plus tard, on arrive aujourd'hui avec le sujet phare qui passionne l'ensemble des experts qui travaillent sur ces projets blockchain, c'est le Libra. Le Libra, c'est quoi? C'est la monnaie virtuelle, la crypto-monnaie sur laquelle le groupe Facebook est en train de travailler en collaboration avec une trentaine d'acteurs économiques, précisément 28 groupes, et adossé à une fondation. Facebook a eu l'idée de travailler à la création de cette monnaie virtuelle qui, contrairement au Bitcoin, va avoir une véritable stabilité monétaire. Et là, on entre dans une nouvelle ère. On entre dans une nouvelle ère au niveau financier. On entre dans une nouvelle ère au niveau des banques mondiales. Vous avez la Banque centrale européenne, la Fed, les banques en Asie qui sont toutes depuis le début du projet Libra, qui sont toutes en train de réfléchir de manière très sérieuse au sujet des monnaies virtuelles, puisqu'on aurait là la première monnaie qui permettrait effectivement d'effectuer de véritables transactions, mais de manière virtuelle et qui n'existerait pas avec un format papier, sous format billet ou sous format de pièces de coin. Et avec forcément la double interrogation liée au fait que c'est le groupe Facebook qui est à l'origine du lancement de cette monnaie et que ce groupe détient déjà une quantité d'informations extrêmement importante, individuelle, sur un très grand nombre d'utilisateurs de son application. Bien, on arrive enfin à la quatrième technologie qui a déjà disrupté énormément de secteurs, c'est le cloud. Alors le cloud, ça nous a facilité la vie, bien évidemment. L'accessibilité à des serveurs à distance, avec notamment vous avez deux principales entreprises. Je n'ai pas mis tous les acteurs qui fournissent des serveurs cloud. Je vous ai mis Amazon avec son offre Amazon Web Service. Et également Microsoft avec son offre Microsoft Azure. Alors, pourquoi est-ce que j'aime bien mettre Amazon? Parce que pour moi, c'est vraiment un modèle de société qui a tout compris, qui a compris que l'identité d'une société, elle était multiforme. Que Amazon, qui a commencé en créant une plateforme sur laquelle elle distribuait des livres, qui a étendu son offre à l'ensemble des biens de consommation qu'on pouvait trouver sur la planète, qui a lancé aujourd'hui les Amazon Go, ces petits supermarchés qui sont quasiment tout automatisés. Eh bien, Amazon, c'est également l'un des principaux fournisseurs de cloud sur la planète, puisque eux-mêmes ont eu besoin progressivement d'une capacité de stockage qui a été de plus en plus importante. Et finalement, ils se sont dit, on est en train d'embaucher des professionnels qui possèdent ces compétences. On a un avantage concurrentiel. Pourquoi ne pas directement proposer également un service à l'ensemble des sociétés qui feront face aux mêmes problèmes? Et c'est ça que j'appelle être créatif. C'est se dire, finalement, on est capable de proposer un service, on est capable de proposer une offre qui ne correspond pas à ce qu'on faisait avant, mais en même temps, on maîtrise le métier qui nous permet de la proposer et on est capable d'être bon dans cette offre. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'aime bien présenter les services d'Amazon Web Services. J'ai pas d'action chez Amazon, je vous précise. Bien, le cloud, pourquoi est-ce que ça a transformé nos vies? Parce que ça nous a permis d'utiliser principalement ce qu'on appelle des solutions SaaS, Software as a Service, d'utiliser principalement aujourd'hui des applications, et que ce soit au niveau personnel ou
dès lors que vous êtes dans vos rôles de collaborateurs en entreprise. Quand vous regardez la quasi-totalité des applications que vous utilisez aujourd'hui, des solutions que vous utilisez, ce sont des solutions SaaS. Et forcément, cela a grandement et très largement soulagé notamment mes collaborateurs, mes collègues des DSI. Alors, maintenant qu'on a introduit les 4 technologies qui sont en train de disrupter l'économie sur la planète, l'intelligence artificielle, la blockchain, l'Internet des objets et le cloud, la question qu'on doit aborder, c'est comment fait-on pour transformer sur la base de ces technologies, puisque l'idée, c'est la transformation digitale. Donc, il s'agit bien d'intégrer ces technologies à l'intérieur des sociétés et donc de transformer les sociétés. Alors, selon moi, il existe 4 facteurs clés de succès à la transformation digitale d'une société. Certains experts vous en introduiront 5, d'autres 6. Pour moi, il y en a 4 principaux. Et en fait, sur ces 4 principaux, il n'y en a aucun qui est technique. Ils sont tous humains. Réussir sa transformation digitale, et si vous devez retenir une seule chose de ma présentation aujourd'hui, c'est celle-ci. Réussir sa transformation digitale, ça ne repose absolument pas sur la maîtrise de la technologie. Réussir une transformation digitale, ça repose essentiellement sur la maîtrise de l'humain, puisque c'est une transformation qui est managériale, organisationnelle et structurelle. Il s'agit d'une transformation d'entreprise. Donc, les 4 facteurs clés de succès à une transformation digitale que je vais vous présenter sont 4 facteurs clés de succès qui sont essentiellement humains. Le premier facteur clé de succès, selon moi, c'est le top management. Et ce top management, là, je vous ai introduit des slides qui sont totalement différents. Hein. L'idée au début, c'était vraiment de vous donner un insight, vous donner des idées. Là, maintenant, je vous propose d'aborder vraiment des éléments qui sont les éléments que je présente au board, au top management, avant même d'intervenir sur un plan de transformation digitale, pour vérifier qu'effectivement, ce que j'appelle les prérequis ont bien été compris. Puisque si ces prérequis n'ont pas été compris, s'ils ne sont pas en place, vous ne pourrez pas, et je ne pourrai pas, et ça je l'explique bien à tous mes clients au préalable, réussir à mener un plan de transformation digitale. Premier élément, le top management. Ce top management doit avoir conscience que se transformer au niveau digital, c'est effectuer une transformation organisationnelle. Alors, vous voyez 2 espèces de pyramides sur ce slide. Vous voyez une grande pyramide bleue avec un grand nombre de layers, un grand nombre de niveaux hiérarchiques. Et puis, vous voyez une pyramide qui est plus aplatie. Et effectivement, se transformer au niveau organisationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anciens modèles d'organisation hiérarchique qui sont des entreprises très pyramidales, qu'on va retrouver énormément en Europe, et notamment qu'on va retrouver en France, qui sont des entreprises très hiérarchiques, avec énormément de niveaux hiérarchiques entre le CEO et l'opérationnel en bas de l'échelle. Ces organisations doivent absolument s'aplatir et se rapprocher d'organisations plus plates. Et si elles ne sont pas capables d'effectuer cette transformation, alors la digitalisation, le fait de rendre leur organisation agile, sera extrêmement compliqué. Alors pourquoi? Les organisations pyramidales, vous les connaissez. Peut-être même que vous travaillez vous-même dans une organisation pyramidale. Je l'espère pas. Mais comme on est dans un contexte franco-français, c'est possible. Ces organisations, c'est quoi? C'est les organisations que vous connaissez. En général, vous avez une grande tour. Tout en haut de la tour, vous avez le CEO, le PDG de la société. Vous montez en haut de la tour. Ce PDG, il a un très, très grand bureau. Puis à chaque fois que vous descendez les étages de la tour, vous prenez l'ascenseur, vous redescendez les étages. Et alors là, vous allez trouver les autres niveaux descendants. Bien, ça, c'est des entreprises qui ne sont absolument pas des pure players du digital, qui ne sont pas des entreprises qui ont fabriqué, qui ont lancé un produit digital.
quand vous le comparez à ce type d'organisation, à des entreprises qui sont des pure players, comme par exemple Google. Vous regardez Google, aujourd'hui, c'est 95 000 salariés. 95 000 salariés, on est à 7-8 niveaux hiérarchiques chez Google. Vous prenez des sociétés qui ont 95 000 salariés dans l'ancienne économie, notamment les économies européennes, vous allez trouver 12 à 13 niveaux hiérarchiques. Et ces 12 à 13 niveaux hiérarchiques, c'est quoi? C'est autant de barrières pour une communication agile et une communication facilitée. Rendre une organisation avec rendre une société avec une organisation flat, c'est donner une proximité aux dirigeants de l'entreprise avec les collaborateurs opérationnels. C'est un élément qui est extrêmement important. Vous allez chez Facebook ou quand vous regardez des vidéos, vous en avez déjà tous vu, du headquarter à Facebook, vous avez Mark Zuckerberg qui est le PDG de Facebook, qui est le fondateur avant même d'être le PDG. Il travaille dans un open space. Son bureau, il est de la même taille que le bureau de ses collaborateurs. Et autour de lui, ses collaborateurs sont également en train de travailler. Il n'est pas dans une tour d'ivoire tout en haut avec un bureau. Donc, ce qui fait qu'il y a une véritable proximité entre lui et ses collaborateurs. Et c'est cette proximité qui permet une communication entre lui et les niveaux descendants. Ça améliore la communication ascendante et descendante et ça diminue la distorsion des messages internes. Vous avez tous en tête des exemples de distorsion de messages du fait de niveaux hiérarchiques qui sont démultipliés à l'intérieur des entreprises. Et la distorsion des messages, c'est l'une des barrières à une organisation agile. Si on réduit, encore une fois, le nombre de niveaux hiérarchiques, on va réduire également les délais dans les processus de prise de décision. Je vous citais Facebook tout à l'heure, les décisions, elles peuvent être prises très rapidement, en l'espace de quelques minutes. Alors que dans une organisation hiérarchique, avec une hiérarchie pyramidale, prendre une décision peut être très, très long. Si vous êtes obligé de passer par 1, 2, 3, 4 N+1 pour avoir une validation du board, ça peut être plusieurs semaines, ça peut être plusieurs mois. Ça nous permet d'augmenter la réactivité, la conception de la stratégie au déploiement opérationnel pour répondre notamment aux nouvelles tendances de marché. Quand on est dans une organisation agile, dès lors qu'on a une modification sur notre marché, dès lors qu'il y a une innovation, qu'il y a un concurrent qui apparaît sur le marché, on est capable de réagir très rapidement. Quand on est dans une organisation qui est extrêmement hiérarchique, le temps de réponse à l'apparition d'un nouvel entrant, à une nouvelle barrière à l'entrée qui est dressée, à une modification de l'environnement extérieur, le temps de réponse est extrêmement long. C'est extrêmement long. Donc, en résumé, si on est capable de se transformer, de passer de cette organisation pyramidale extrêmement lourde à une organisation qui est plus flat, on augmente l'agilité de la société et c'est un élément qui est indispensable pour réaliser une transformation digitale. Deuxième élément concernant le top management doit avoir conscience que se transformer au niveau digital, c'est également se transformer au niveau structurel. Alors, la structure, c'est un élément qui est différent de l'organisation qu'on vient de voir avec les couches hiérarchiques. La structure, c'est la structuration de votre société avec des départements dédiés. Le département métier, le département marketing, le département technique, la DSI, le département commercial, etc. C'est l'ensemble des services ou des départements ou des business units, vous les appelez comme vous voulez, à l'intérieur de la société. Et très souvent, chaque entité, chaque business unit, chaque département fonctionne en silo. Vous avez l'un de mes petits bonhommes là sur mon schéma qui gère son département, qui est directeur exécutif de son département, et il fonctionne en silo avec à côté le directeur du département d'à côté. Bien, il est extrêmement important que le top management comprenne que se transformer au niveau digital, ça veut dire casser ses silos. Casser ses silos, pourquoi ? Pour permettre à l'information, enfin à la donnée, avant même de permettre à l'information, de permettre à la donnée de circuler entre les différents départements, de circuler entre les différents services. Il faut que l'information elle soit communiquée très facilement entre le marketing et les métiers, entre les métiers et la DSI, entre les métiers et la conception technique, les bureaux d'études, entre le juridique et le commercial. Il faut réussir à désiloter, puisque c'est ce qui va permettre de créer de l'innovation et de créer une meilleure réactivité aux transformations du marché. Les gains d'une organisation qui est désilotée, c'est
une communication qui est bien meilleure entre les équipes de périmètres distincts et donc du coup un gain de temps énorme, une amélioration des collaborations entre les équipes de périmètres exécutifs clés, donc le gain de temps sur des projets qui sont stratégiques. On améliore la circulation des données à l'intérieur de l'entreprise, on augmente la pluridisciplinarité, et la pluridisciplinarité, c'est la création d'un contexte qui est propice à la co-création et à l'innovation, et on crée un contexte qui est propice à un mode de travail agile. Et c'est ce que l'on appelle une entreprise qui est plus digitale. On est progressivement en train de transformer la culture d'entreprise. Vous vous souvenez, dans la définition de la transformation digitale que je vous ai projetée tout à l'heure, il y avait une transformation de toutes les composantes de l'entreprise, et dans toutes les composantes de l'entreprise, il y avait cet élément culturel. L'élément culturel, on le retrouve à travers l'ensemble des départements, l'ensemble des services de l'entreprise, et le fait d'être agile, c'est un élément qui doit être progressivement intégré à l'intérieur de l'entreprise. Alors, bien évidemment, désiloter, casser les silos, ça nécessite un prérequis. Et le prérequis, c'est d'être capable de mettre un terme à ce qu'on appelle les baronnies. Alors, pour les étudiants, j'imagine que ça doit vous parler. Vous travaillez déjà en entreprise. Vous avez dû noter que dans certaines entreprises, il y a ce que l'on appelle des jeux politiques, avec des directeurs exécutifs, des directeurs de département qui se positionnent, notamment auprès de la direction générale, et qui apprécient d'avoir leur périmètre dédié et qui protègent leur périmètre. Qui veulent garder les parois très, très étanches. Bien, il est indispensable que préalablement au lancement de tout plan de transformation digitale, vous ayez bien validé avec le top management et notamment avec la direction générale que aucune baronnie, aucun directeur exécutif qui souhaite garder ces barrières étanches ne pourra les conserver étanches. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. C'est un élément qui demande beaucoup de courage de la part des directeurs généraux. Il ne faut pas penser du tout que c'est un élément qui est anodin. Et j'ai, pour ma part, assisté à un nombre assez significatif de plans de transformation digitale qui ont été stoppés parce que des directeurs exécutifs assez influents ont, dès lors que leur périmètre a été approché pour commencer à être transformé, dès lors qu'on a souhaité faire passer des données et commencer à faire circuler l'information par leur périmètre, on craint pour leur légitimité, on craint pour leur périmètre et on fait pression auprès de la direction générale pour que la transformation digitale ne passe pas par leur périmètre. Or, il est impossible de transformer une société en laissant un îlot tout seul, en laissant un périmètre tout seul qui n'est pas transformé. C'est impossible. Une société qui fait ce genre de choses, c'est une société qui ne se transforme pas en profondeur. Et c'est surtout une société qui n'a pas compris que le monde qui avance aujourd'hui, c'est un monde dans lequel, au niveau économique, je parle, c'est un monde dans lequel les jeux politiques et les baronnies n'ont plus lieu d'être. Alors, ça peut paraître effectivement des paroles assez naïves, mais finalement, regardez, et moi je l'ai vu dans la majorité des entreprises pure digitales dans lesquelles je suis intervenue, regardez l'organisation des entreprises digitales. On est sur du décloisonnement et il n'y a pas de jeux politiques qui interviennent pour conserver des précarés. Si vous conservez un précaré, il n'y aura pas de transformation digitale. La société pourra faire énormément de communication, organiser des hackathons, parler de sa digitalisation, parler du travail qu'elle fait sur les réseaux sociaux et autres. Mais finalement, cette société, elle ne se sera pas transformée et dans 5, 10, 15, 20 ans, elle ne sera pas capable de maintenir un avantage concurrentiel qui sera significatif sur son marché. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Bien, troisième élément concernant le top management. Ce top management doit avoir compris que pour effectuer sa transformation digitale, il va falloir former tous les collaborateurs de la société. Et il va falloir également recruter de nouveaux profils. La formation des collaborateurs, c'est mon petit schéma ici avec la flèche jaune. On va former tous les collaborateurs du sol au plafond et puis intégrer des nouveaux collaborateurs à l'intérieur de chacune des strates de la société. Sur la formation des collaborateurs,
tous les collaborateurs de la société vont être impactés par une transformation digitale. Donc, il est indispensable de prévoir de former chaque collaborateur du sol au plafond. Une société qui envisagerait de se transformer au niveau digital en se concentrant uniquement sur des départements tels que la DSI, qui va être en charge de l'implémentation des outils au niveau opérationnel, et ou du département marketing, parce que dans son esprit, la digitalisation, c'est le site internet, c'est les applications. C'est une entreprise qui n'a pas compris ce qu'est la transformation digitale. C'est une entreprise qui va proposer des services digitaux, mais qui ne va pas se transformer, qui ne va pas se réinventer pour se positionner de manière intelligente et de manière stratégique sur les années à venir. Donc, il va falloir former tout le monde et les formations devront être adaptées, bien évidemment, à chaque type de collaborateur. Et lorsque vous formez des individus, on est véritablement dans une transformation managériale, vous pensez aux hommes avant de penser aux outils. Et très souvent, on commence déjà par s'intéresser au process qui est mis en place par les hommes, par les différents collaborateurs, avant de leur imposer un nouvel outil de travail. Ce qu'on appelle la résistance au changement, c'est un élément qui est extrêmement important et il faut le prendre en considération dans le cadre d'une transformation digitale. On va également intégrer de nouveaux profils à l'intérieur des métiers, du marketing et de la DSI notamment. Ce sont les trois départements, les trois sphères principales à l'intérieur de lesquelles on va intégrer des nouveaux collaborateurs. De nouveaux profils du type web, tels que des développeurs web, back-end, front-end, full stack, des UX, UI designers, ce qu'on appelle des Scrum Masters, vont intégrer la société. Et également des profils plus digitaux du type data, on va parler du big data tout à l'heure, tels que des data scientists, des data analysts, des architectes de la donnée vont également intégrer la société, dès lors que la société va vouloir construire ce que je vous ai introduit tout à l'heure, à savoir un data lake ou alors une DMP, Data Management Platform, qui permet d'avoir un outil d'aide à la décision en visualisation pour le top management. Ce qui est important ici à retenir, c'est que l'ensemble de ces nouveaux collaborateurs, qu'on soit dans la sphère du web, avec les web designers, UX, UI, Scrum Master, ou qu'on soit dans la sphère de la data, ces nouveaux collaborateurs, il va falloir les intégrer aux équipes en place, aux équipes métiers, aux équipes marketing. Il est absolument impossible de réaliser une transformation digitale en isolant ces nouveaux types de collaborateurs, puisqu'ils vont avoir besoin de travailler en collaboration avec les métiers pour comprendre les métiers, pour comprendre la donnée sur laquelle ils vont travailler. Donc, il est très important de prévoir également ces temps de collaboration et ces intégrations dans les bonnes équipes. Ce qui n'est pas chose facile dans des entreprises dont le digital n'est absolument pas le cœur de métier. Enfin, le quatrième élément important pour le top management, c'est le fait que le top management doit être capable de repenser son modèle économique. C'est le fameux Think Different de Steve Jobs. Repenser son modèle économique, je vous ai mis le modèle Canvas. J'imagine que comme vous êtes en école, c'est un modèle qui vous est pas inconnu. Moi, c'est un modèle que j'aime bien utiliser parce que encore une fois, il est simple, il utilise des schémas et en fait, il représente de manière extrêmement explicite la manière dont on peut schématiser un business model. Et quand vous regardez la majorité des pure players qui ont disrupté les marchés au cours des dernières années, qu'on parle de Airbnb comparativement aux acteurs du tourisme, aux hôtels Accor, aux hôtels Hilton, l'ensemble des acteurs qui sont arrivés, qui étaient des pure players, ils avaient un business model qui était radicalement différent de ceux des acteurs classiques. Et donc, le quatrième élément clé pour réussir sa transformation digitale, c'est que le top management doit être prêt à penser différemment. Et c'est en ça que le Covid nous a aidés, comme je vous l'ai indiqué en introduction, parce que finalement, cet élément qui est l'un des éléments les plus compliqués à atteindre avec un très grand nombre de directeurs généraux, le Covid a réussi à ouvrir les yeux à un très grand nombre de CEO sur la planète sur le fait qu'il était temps de passer à des nouveaux business models parce que économiquement, leur modèle ne tenait plus s'ils restaient sur des économies, sur des modèles économiques classiques. Ne pas se penser protégé par des barrières à l'entrée qui se révèlent aujourd'hui fragiles.
j'ai croisé un très grand nombre de CEO qui, dès lors qu'on abordait cette question du think different, me disaient ah, mais vous savez, de toute façon, nous, on est protégé par telle barrière à l'entrée, il y a telle régulation, telle loi qui a été votée. Entre concurrents, on se connaît, on sait comment les uns et les autres fonctionnent. Et plus un CEO est présent sur son secteur depuis de nombreuses années, plus effectivement il a la maîtrise de son environnement et il a une sensation de contrôlabilité sur ce qu'on appelle les barrières à l'entrée qui empêchent un nouvel entrant d'arriver sur le marché. Et finalement, les exemples sont nombreux aujourd'hui qui nous ont prouvé que les barrières à l'entrée, elles peuvent toutes être renversées par des pure players. Deuxième élément important pour penser différemment, être capable d'écouter de nouveau ses clients. C'est ce que j'appelle revenir au client centricity. Et là aussi, de nombreux directeurs généraux sont très, très éloignés aujourd'hui de l'opérationnel et finalement ne se rendent pas compte à quel point leur client, ce qu'on appelle le client final, l'utilisateur de leur service, a complètement changé. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. On revient au client et c'est à partir du client que l'on va concevoir un premier prototype, ce qu'on appelle le premier MVP, Minimum Viable Product, dont on va tester la viabilité en réalisant un proof of concept qui permet de valider la commercialisation de votre nouvelle offre. Donc, être capable de repenser son business model et être capable de passer, pour beaucoup aujourd'hui, d'un modèle qui est basé sur la vente, un one-shot, à un modèle qui est plus basé sur de la location, notamment le succès des modèles freemium, avec des abonnements. C'est plutôt les business models vers lesquels on tend aujourd'hui et pour les années à venir. Bien. Donc, comme je vous disais, ça, c'est l'un des points qui est sans doute le plus difficile à mettre en œuvre, surtout pour les CEO qui dirigent une société depuis de très nombreuses années, puisqu'il s'agit de changer de paradigme. Et changer de paradigme, voir les choses différemment, bien finalement, la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui nous montre que parfois, pour changer de paradigme, il faut une catastrophe. Et cette catastrophe est le scénario catastrophe, le scénario surréaliste de science-fiction qu'on est en train de vivre là aujourd'hui, parce qu'on est véritablement dans un scénario de science-fiction, aura permis d'ouvrir les yeux à un très grand nombre de CEO sur la planète. Et ça, en cela, c'est extraordinaire. Facteur clé numéro 2, la gouvernance. Je regarde juste le timing, on est bon. La gouvernance, vous voyez, on reste encore au niveau du top management et dans le haut de l'organisation de la société dès lors qu'on parle de la transformation digitale. Premier élément concernant la gouvernance, il est indispensable de recruter une personne qui va être en charge de piloter la transformation digitale. Vous ne pouvez pas transformer votre société en répartissant la transformation digitale de manière différente ou proportionnelle sur des directeurs exécutifs ou sur des responsables, voire même parfois des managers, je l'ai vu, je parle d'expérience, à l'intérieur de différents départements de la société. Ça n'est pas possible. Il est indispensable de recruter une personne qui va être en charge du pilotage de la transformation digitale. Vous l'appelez comme vous voulez. En général, on l'appelle le Chief Digital Transformation Officer. Et cette personne, si possible, recrutez-la à l'extérieur de la société, notamment par rapport à l'un des points qu'on a mentionné tout à l'heure, à savoir les jeux politiques, les jeux de pouvoir, ce que j'ai appelé les baronnies. Il est beaucoup plus facile de faire face aux baronnies et de lever les jeux de pouvoir dès lors que vous avez un directeur de la transformation digitale qui arrive de l'extérieur de la société, parce qu'il n'est pas lui-même impacté par ces jeux de pouvoir et parce qu'il n'avait pas tissé des liens de collaboration à l'intérieur de l'entreprise ou des liens affectifs avec l'un des directeurs exécutifs qui gère l'un des départements, l'une des business units à l'intérieur de la société. Donc, choisir un directeur de la transformation digitale à l'extérieur de la société et, si possible, recruter un directeur qui connaît le cœur de métier de votre entreprise. Si vous êtes une entreprise du secteur des assurances, recrutez un professionnel qui connaît votre métier, qui connaît le métier des assurances. Parce que ce métier des assurances, c'est un métier qui est radicalement différent du métier de la téléphonie mobile, par exemple. Et connaître le cœur de métier, c'est un gage de crédibilité et de légitimité
que cette personne aura dès lors qu'elle va s'exprimer à destination des équipes. Et quand on est directeur de la transformation digitale, on se doit de parler aux équipes, à l'ensemble des équipes des départements que j'ai cités tout à l'heure, marketing, les métiers, la DSI, les opérationnels. Donc, la légitimité et la crédibilité, le directeur de la transformation digitale, il ne l'aura que lorsqu'il connaîtra le métier en question, le cœur de métier. C'est extrêmement important. Le fait de connaître le cœur de métier, ça va également lui donner une aptitude à concevoir un plan de transformation qui sera plus pertinent. C'est-à-dire qu'il va être capable d'anticiper les résistances et les difficultés auxquelles on peut faire face dès lors qu'on est en train de déployer un plan de transformation digitale. Des résistances à la transformation, il en existe dans tous les plans de transformation d'entreprise, donc notamment quand on est dans le cadre d'une transformation digitale. Et le fait de connaître le métier à l'intérieur de la société, ça permet au directeur de la transformation digitale de se mettre à la place de l'opérationnel, de se mettre à la place du conseiller clientèle, de se mettre à la place du responsable marketing. Et cette empathie, le fait de pouvoir envisager le job et du coup la transformation du job, du professionnel auquel il est en train de réfléchir, c'est ce qui lui permettra d'anticiper les résistances et de proposer un plan de transformation digitale qui aura plus de chances de réussir et qui aura plus de chances de réussir rapidement. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, recruter un directeur de la transformation digitale, forcément, ça vous paraît anecdotique enfin, ça va vous paraître très certainement simple, mais recruter un directeur de la transformation digitale qui connaît le digital. Mais j'ai envie de dire qu'il connaît le digital pour l'avoir exercé, pour l'avoir mis en œuvre. Il y a de très bons experts de la transformation digitale qui sont plutôt des experts théoriciens, qui sont plutôt dans les concepts, dans les définitions, dans la théorisation, dans la modélisation, et c'est très bien, et on en a besoin. Et j'ai moi-même été professeur-chercheur, le fait de concevoir des concepts, de concevoir des modèles, c'est quelque chose qui me parle, et on en a besoin pour l'enrichissement de la connaissance, et on en a besoin pour fournir des connaissances qui sont actualisées et qui sont accessibles à l'ensemble de nos étudiants. Mais là, dans le cadre d'un plan de transformation digitale, on est dans de l'opérationnel. On n'est pas dans de la conceptualisation. On n'est pas dans de la modélisation. Et par conséquent, on a besoin d'un directeur de la transformation digitale qui a déjà mis les mains dans le cambouis, qui a déjà lui-même fait développer des applications, qui a déjà géré des équipes lui-même en mode agile pour faire développer des solutions, qui s'est déjà heurté aux difficultés auxquelles on fait face dès lors qu'on est en train de concevoir un data lake, parce que vous prenez des murs, parce que les données elles sont pas normées, parce que les données elles sont pas propres, parce qu'il y a des données qui sont inexistantes, et donc l'ensemble des difficultés auxquelles vous vous heurtez dès lors que vous êtes les mains dans le cambouis, c'est ce qui vous donne de la légitimité et c'est ce qui vous donne surtout la capacité à anticiper ces difficultés dès lors que vous êtes en position de diriger des plans de transformation digitale. Donc, trouver une personne qui va être capable de concevoir une roadmap qui va être opérationnelle et réaliste, c'est extrêmement important, de ne pas faire des plans sur la comète et surtout de ne pas vendre au top management des roadmaps qui sont irréalistes en termes de délai, qui seront irréalistes aussi peut-être en termes de budget, on va revenir à la question budgétaire tout à l'heure, et qui du coup auront pour conséquence de faire retomber une pression sur les équipes d'opérationnels qui, elles, seront en charge de déployer la transformation digitale à l'intérieur de l'entreprise, mais qui seront difficilement capables d'atteindre les objectifs fixés par un directeur de la transformation digitale qui aura conçu un plan qui sera plutôt théorique que pragmatique. Et forcément, si on connaît le digital de manière empirique, qu'on s'est déjà heurté à toutes les difficultés, et c'est ça aussi qui est important et qui est intéressant, on est capable de mobiliser les bonnes ressources aux bons endroits. Et ça, c'est également un point clé. En termes d'organigramme, c'est le deuxième point concernant la gouvernance, d'organigramme et de lien hiérarchique. Le CDTO, donc la personne qui dirige la transformation digitale, moi je vous conseille qu'elle soit rattachée directement au PDG de la société, au directeur général de la société, le cas échéant, s'il n'y a pas de président, s'il n'y a pas de PDG. Pour quelle raison? Parce que surtout dans des entreprises qui sont extrêmement hiérarchiques,
Le lien hiérarchique avec le dirigeant de la société, avec le CEO, c'est un signal qui est extrêmement fort, qui est envoyé à l'ensemble des salariés de la société et qui est notamment regardé par les directeurs exécutifs, c'est-à-dire par ces fameux directeurs de silos, ces fameux directeurs de business unit, de services pour lesquels on peut chercher à garder une étanchéité. Donc, rattacher le directeur de la transformation digitale à la direction générale, c'est conférer à ce directeur la légitimité hiérarchique dont il va avoir besoin pour mener à bien sa mission. C'est aussi faire comprendre à tous les collaborateurs que la transformation digitale est une priorité pour la direction générale. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, notamment dans les sociétés qui ont déjà fait des tentatives de transformation digitale. Et là, c'est souvent les contextes les plus difficiles dans lesquels intervenir. C'est quasiment des terrains minés. Parce que quand vous arrivez dans une société qui a déjà fait 1, 2, voire 3 tentatives de transformation digitale, ou du moins qui a déjà communiqué sur le fait qu'elle souhaite être transformée au niveau digital, et que les différents plans de transformation n'ont pas abouti, on a un phénomène de démotivation, de découragement à l'intérieur de la société, de la part de l'ensemble des collaborateurs qui considèrent que la énième nomination d'un directeur de transformation digitale, c'est un peu un phénomène tarte à la crème et que finalement, il ne se passera rien de plus que pour les précédents. Et donc ça, c'est terrible pour la société en question et le seul moyen pour la direction générale d'envoyer un signal fort indiquant que cette transformation digitale, c'est la top priorité à l'agenda des priorités et que à partir de l'embauche de ce directeur de la transformation digitale et de la conception de la roadmap de la transformation digitale, chacune des décisions qui seront validées en copil, en COMEX, vont être effectivement déployées de manière opérationnelle à l'intérieur de l'entreprise, c'est un élément qui est extrêmement important. Et puis, bien évidemment, si le directeur de la transformation digitale, il est en lien direct avec le directeur général, il a la capacité à valider très directement et beaucoup plus rapidement les décisions stratégiques et de débloquer des points de blocage. Donc, c'est un point extrêmement important. Comme la mission du directeur de la transformation digitale, c'est de transformer la société avec la vision du directeur général et avec sa validation, il est fondamental qu'il dépende directement de la direction générale. Le directeur de la transformation digitale, c'est un peu le chef d'orchestre qui va orchestrer la transformation, mais la vision de l'endroit où on va aboutir, de l'endroit où cette société doit aboutir dans 5, 10 ou 15 ans, la vision du dirigeant, du créateur d'entreprise, c'est bien la direction générale qui doit l'avoir. Le directeur général doit être capable de dire notre business model cible, c'est celui-ci, c'est là où on veut aller. Et de ce business model cible, on va élaborer une roadmap, définir des moyens, transformer la société de manière à devenir ce nouveau modèle d'affaires dans 5, 10 ou 15 ans. Troisième élément fondamental au niveau de la gouvernance, c'est la définition du périmètre de la DSI. Alors, j'ai collaboré avec un certain nombre de directeurs des systèmes d'information et j'ai toujours fait en sorte d'avoir une collaboration qui se passe le mieux possible. Alors d'autant plus qu'effectivement, comme l'a rappelé tout à l'heure Antoine, j'ai un profil d'ingénieur, notamment ingénieur en microélectronique et nanotechnologie. Donc autant vous dire que les technologies effectivement sont un domaine que je maîtrise plutôt bien. Et d'ailleurs, ça a toujours été un atout pour moi sur les questions de plan de transformation digitale. Mais il est important dès le début de définir précisément le périmètre de la DSI. La DSI, à l'intérieur de la société, elle joue un rôle qui est extrêmement important dans le cadre de la transformation digitale, mais ce n'est pas la DSI et ce n'est pas le directeur des systèmes d'information qui pilote la transformation digitale. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, sur lequel je tiens à mettre l'accent. Il est fondamental de bien distinguer dès le début, dès l'arrivée du directeur de la transformation digitale, il faut définir le périmètre de la transformation digitale et le périmètre de la DSI. La DSI, à l'intérieur de toute société, elle est garante du bon fonctionnement des outils.
Elle est garante du bon fonctionnement du CRM. Elle est garante du bon fonctionnement des ERP. Elle est garante du bon fonctionnement de toutes les applications qui sont utilisées tant en interne par les collaborateurs que les applications à destination des clients. Elle est garante du fait que si vous avez des campus, le Wi-Fi fonctionne sur les campus. Elle est garante du fait que l'ensemble des outils qui permettent à la société de fonctionner et d'offrir les services à destination de ses clients fonctionnent. L'architecture réseau et de la sécurisation des données, notamment les questions de cybersécurité aujourd'hui. Ça, c'est le périmètre de la DSI. Et la DSI, elle va travailler, dans le cadre de la transformation digitale, elle travaille en étroite collaboration avec la transformation digitale, bien évidemment, notamment sur les questions d'architecture de base de données, ce que j'ai appelé tout à l'heure les data lakes, notamment sur les questions de cybersécurité, la question de la sécurisation des données dans le cadre d'une transformation digitale, c'est une question qui est extrêmement importante, surtout si la société s'intéresse à ces données et qu'elle veut les collecter, les analyser, en tirer de l'information. Également, on va travailler avec la DSI sur les questions du cloud et sur l'implémentation des nouveaux outils. Donc, on travaille en étroite collaboration avec le DSI. Mais, et je remets l'accent une dernière fois là-dessus, une transformation digitale, c'est avant tout une transformation managériale. On a commencé par dire que c'était une transformation organisationnelle et une transformation structurelle. Ça n'est pas une transformation technique. Pardon. Donc, c'est un point qui est extrêmement important. En revanche, deuxième point d'alerte, une DSI fragile entraînera forcément des retards dans la roadmap de la transformation digitale. Ce que je veux dire par là, c'est que si avant même d'avoir conçu puis déployé un plan de transformation digitale, vous exercez dans une organisation, dans une société dans laquelle la DSI est fragile, c'est-à-dire que vous avez des CRM qui fonctionnent mal, vous avez des problèmes de sécurité au niveau des données, vous avez eu des failles de sécurité à plusieurs reprises sur votre site internet, vous avez des éléments qui dépendent du périmètre de la DSI qui ne sont pas 100% fiables, alors à ce moment-là, c'est extrêmement périlleux de mener une transformation digitale avec une DSI qui est fragile. Donc, avant toute transformation digitale, moi, je recommande toujours, si ça n'a pas été fait avant l'arrivée du directeur de la transformation digitale, de faire un audit de la DSI, de manière à y voir bien clair et à être certain que l'ensemble des éléments du périmètre de la DSI sont fiables. Et en plus, ce type d'éléments, si vous avez un audit SI entre les mains, vous allez également avoir des informations concernant l'architecture réseau, l'architecture de l'ensemble des solutions qui sont déployées à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est un gain de temps énorme pour le directeur de la transformation digitale par la suite, lorsqu'il va être en train de concevoir sa roadmap sur le plan de transfert. Quatrième élément important concernant la gouvernance, moi je vous conseille de construire un COPIL et un COMEX. Alors l'idée, c'est pas d'être dans la réunionnite, bien au contraire, on essaye d'avoir un fonctionnement agile. Ceci dit, l'implication des collaborateurs, et notamment des collaborateurs qui sont des décisionnaires, c'est un élément qui est également extrêmement important. Donc, je vous conseille de mettre en place une gouvernance qui est dédiée à la transformation digitale à l'intérieur de la société. Mettre en place un COPIL avec une régularité mensuelle de manière à valider les décisions stratégiques de la transformation digitale. On n'a pas besoin d'avoir énormément de personnes à l'intérieur de ce COPIL. Il vous faut le directeur de la transformation digitale, il vous faut le directeur général, le PDG, et bien évidemment, parce qu'on va adresser des questions budgétaires, il vous faut le directeur financier. Si le directeur général ne prend pas lui-même les décisions financières. Donc, 3 personnes clés, le directeur général pour la vision de l'endroit où on veut aboutir en termes de business model, le directeur de la transformation digitale lui-même, qui va dimensionner les dépenses et qui va concevoir la roadmap, et le directeur financier qui est capable de donner de donner les indicateurs en termes de consommation budgétaire. Ensuite, je vous conseille également de concevoir un COMEX avec une régularité un peu plus importante, bimensuelle. L'idée ici du COMEX, c'est de discuter des déploiements opérationnels des différentes transformations que vous allez opérer à l'intérieur de la société.
Et dès lors que vous constituez ce COMEX, il y a un collaborateur, l'un des directeurs qu'il ne faut surtout pas oublier à l'intérieur de ce COMEX, c'est le directeur des ressources humaines. Pour une raison qui est simple, qui est une raison qu'on a abordée tout à l'heure, à savoir que à l'intérieur de la transformation digitale, il y a un élément important, c'est la formation des nouveaux collaborateurs. Je vous ai dit tout à l'heure, se transformer au niveau digital, ça veut dire former ses collaborateurs du sol au plafond. Et ça veut dire aussi intégrer des nouveaux collaborateurs. Donc, il va falloir en amont identifier les talents à l'intérieur de votre société, avoir un plan de formation des salariés et un plan de recrutement pour les nouveaux profils. Donc, le DRH, qui malheureusement trop souvent encore dans de nombreuses entreprises, je ne le vois pas ici en Amérique du Nord, mais je l'ai beaucoup vu en Europe au cours des 10 dernières années, où le DRH était un collaborateur qui n'avait pas forcément tout son rôle stratégique. Un jour, je me souviens qu'au cours d'une de mes missions sur un plan de transformation digitale, où je demandais à ce qu'à l'intérieur du COMEX, le DRH soit convié au COMEX, et où le numéro 2 de la société m'avait indiqué, non mais vous savez, ici, on n'est pas chez Coca-Cola. On n'était pas chez Coca-Cola, on était quand même dans une très très grosse PME. Et en fait, qu'on soit chez Coca-Cola ou qu'on ne soit pas chez Coca-Cola, le DRH, il doit être présent dès lors que c'est lui qui établit les plans de formation et qui construit les fiches pour recruter les nouveaux collaborateurs. Dès lors que c'est lui qui va coordonner l'ensemble des éléments de recrutement, de formation et de gestion de carrière des collaborateurs. Ensuite, COMEX et COPIL, ça va vous permettre d'impliquer le top management, l'ensemble des directeurs opérationnels et des services support dans les prises de décision. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Il est important de ne court-circuiter personne à l'intérieur d'une société et notamment dans le cadre d'un plan de transformation digitale, de faire en sorte d'être le plus transparent possible sur les transformations pour pouvoir centrer tout le monde autour d'un même objectif. Et ça permet d'avancer en cohérence et en s'assurant de l'adhésion de chaque directeur exécutif. Bien, troisième facteur clé. On a vu facteur clé numéro 1, le top management, facteur clé numéro 2, la gouvernance. Troisième facteur clé de cette transformation digitale, c'est un outil, c'est l'outil principal que vous devez concevoir et sur lequel vous allez communiquer et que vous allez partager avec la quasi-totalité des collaborateurs de l'entreprise. Parce que se transformer au niveau digital, c'est communiquer de manière plus transparente, vous l'avez compris, tant de haut en bas que entre les services. Et donc, la roadmap de la transformation digitale, il n'y a aucune raison pour que cette roadmap, elle soit confidentielle. Et bien au contraire, plus cette roadmap, elle sera communiquée, elle sera transmise et elle aura été appropriée par l'ensemble des collaborateurs de la société, plus vous allez réussir à créer de l'adhésion autour du projet de transformation digitale. Alors, la méthodologie de construction de la roadmap, moi j'ai une méthodologie que je déploie, qui est une méthodologie qui a fait ses preuves, qui forcément est très biaisée, puisque comme j'ai exercé en marketing, j'ai un doctorat en marketing, comportement du consommateur, forcément tout ce qui est parcours client, c'est mon prisme de réflexion et d'entrée en la matière pour concevoir la roadmap de la transformation digitale. Mais effectivement, c'est une roadmap qui a été par la suite déployée par d'autres experts en transformation digitale et sur laquelle on a des échos qui sont extrêmement positifs. Alors, moi, ce que je vous conseille pour construire cette roadmap, c'est de manière très simple de revenir au client. On le disait tout à l'heure, l'un des éléments clés de succès d'une société, notamment quand elle se transforme, c'est de redevenir client-centric. Revenez à votre client. Qui est votre client? Et de votre réflexion sur ce client, savoir qui il est, vous allez redéfinir ce que l'on appelle le parcours de votre client. Vous le connaissez, le parcours de votre client. Dans un premier temps, votre client, c'est un prospect. Et de prospect, il va devenir client, il est en train de consommer votre offre de service, votre offre de produit. Et puis, si vous vous débrouillez bien, si vous avez réussi à le satisfaire dans la consommation de son offre, de cette offre, ce client, il devient fidèle. C'est-à-dire qu'il va réaliser un réachat. Donc, on a 3 étapes clés à l'intérieur du parcours client. On essaye de simplifier. Le prospect, la première étape qui est concentrée sur le prospect, une deuxième étape qui est centrée sur le client et une troisième étape qui est centrée sur le client fidèle qui réachète
notre offre. Bien. Vous allez construire autour de chacune de ces cibles ce que j'appelle des chantiers. Et vous allez avoir un premier chantier qui se concentre sur le prospect. C'est le chantier que j'intitule captation du prospect. Puis vous allez avoir un deuxième chantier, qui est un chantier que vous pouvez intituler expérience client, parce que c'est l'expérience utilisateur des clients in situ qui sont en train de vivre véritablement l'expérience de votre service. Et puis un troisième chantier qui est un chantier fidélisation du client. Et vous avez là un chantier A, un chantier B, un chantier C qui deviennent vos 3 chantiers de la transformation digitale. Ce que je vous suggère dans un deuxième temps pour la construction de votre roadmap et pour la communication de cette roadmap, pour qu'elle soit la plus explicite possible à l'intérieur de votre société, c'est de distinguer à l'intérieur de chacun des chantiers, chantier A, B et C, de distinguer d'une part les opérations d'implémentation d'outils et les opérations d'optimisation d'outils qui sont représentées ici par le petit icône qui est à l'intérieur du cercle rouge, et de distinguer ces opérations d'implémentation d'optimisation d'outils des opérations qui sont liées à la data, des opérations de collecte de données, d'analyse de données et de visualisation de données. Ce sont 2 types d'opérations qui sont différentes. Un premier type d'opération qu'on représente à l'intérieur du cercle rouge et que l'on peut trouver à l'intérieur de chacun des chantiers qui va mobiliser un certain type de collaborateurs. On implémente des outils ou on optimise des outils. Et puis, de l'autre côté, des opérations liées à la collecte, à l'analyse et à la visualisation de la donnée. C'est le métier d'un autre type de collaborateur. Donc, on est sur un autre type d'opération. Vous les distinguez. Et puis ensuite, pour définir très précisément les opérations que vous allez mener à l'intérieur de cette société. Alors, bien évidemment, ça vous le réalisez en collaboration avec la direction générale et avec les directeurs exécutifs. Vous allez définir ces opérations en répondant à des questions. Alors ici, je vous ai mis des exemples de questions, mais les questions finalement sont toujours les mêmes, surtout à l'intérieur de sociétés qui partent de zéro dans le cadre de leur transformation digitale. Pour le chantier 1, le chantier captation client, les questions d'ordre général tournent toujours autour des taux de conversion, de l'acquisition des leads, donc comment améliorer les taux de conversion prospects qui sont convertis en clients, comment optimiser mon CAC, mon coût d'acquisition d'un client. Pour le chantier 2, sur l'expérience client, forcément, là, on est forcément sur les questions de la satisfaction des clients. Comment, aujourd'hui, avec les collaborateurs qui sont en place et avec les outils que je possède, ou peut-être avec de nouveaux outils, comment je peux améliorer la satisfaction des clients et comment je vais pouvoir savoir que j'améliore la satisfaction de mes clients. Et enfin, chantier 3, donc la fidélisation des clients, comment donner envie à mes clients de revenir, via quel type d'outils, via quel type d'offres, et comment est-ce que je fais pour savoir quelles sont les attentes de mes clients en termes de réachat. Donc, vous vous posez l'ensemble de ces questions et l'ensemble de ces questions, en fonction de ce que l'on appelle la maturité digitale de votre société, les réponses à ces questions vont vous définir autant d'opérations à mener à l'intérieur de chacun de vos chantiers. Alors, il peut s'agir, là vous voyez, moi j'ai rajouté des icônes, il peut s'agir d'opérations à réaliser sur des sites web, de l'optimisation de home de sites web, de la création de landing page, de l'optimisation des campagnes d'acquisition, des campagnes AdWords qu'on peut réaliser sur Facebook, sur Google, etc. De l'implémentation d'un nouveau CRM ou de la formation, de l'amélioration de la formation de certains collaborateurs, de certains responsables ou managers commerciaux au CRM qui est déjà en place. Donc, il peut s'agir de l'ensemble de ce type d'opération. Bien évidemment, faites toujours apparaître la partie formation des collaborateurs. Identifiez-les très précisément, les collaborateurs qui sont concernés par chacun des chantiers et par chacune des opérations. Et quand on travaille sur la partie de l'identification des collaborateurs, bien évidemment, ça va vous demander également, avec le directeur du département dans lequel se trouvent les collaborateurs, de faire des entretiens individuels avec chacun de ces collaborateurs. Quelles sont leurs attentes aujourd'hui par rapport à la société? Est-ce qu'ils envisageraient de prendre un nouveau type de fonction? Est-ce qu'ils envisageraient de se former à de nouvelles technologies? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils ont une réticence par rapport à ça? Donc, il y a un travail en profondeur à faire réaliser par votre directeur des opérations de la transformation digitale avec
le directeur exécutif correspondant à chacun des chantiers pour identifier très précisément l'appétence et la motivation de chaque collaborateur à se transformer également avec chaque opération de transformation qui va toucher son activité. Ça, c'est un élément surtout à ne pas négliger. Ensuite, deuxième élément important concernant la roadmap, c'est d'introduire ce que l'on appelle des quick wins. Alors, les quick wins, c'est quoi? En fait, c'est comme son nom l'indique, des gains, des wins, des gains qui peuvent être réalisés rapidement, quick. Il s'agit de projets courts. Alors, je vous ai donné quelques exemples ici, la refonte de homepage de site internet, de l'optimisation de campagne d'acquisition de leads, qui sont autant de projets que vous allez pouvoir déployer très rapidement avec les équipes et sur lesquels vous avez une quasi certitude que effectivement ces projets vont réussir et qui vont vous apporter de l'adhésion. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de construire une roadmap avec à la fois des projets courts et de commencer par les projets courts sur la roadmap. Et puis, en parallèle, vous initiez également des projets plus longs. Ça peut être le déploiement d'un nouveau CRM, d'un nouveau LMS, d'un nouvel ERP, etc., qui sont des projets qui sont en général beaucoup plus longs à l'intérieur de sociétés avec un grand nombre de salariés. Mettez en place une équipe qui va vous permettre de mener en parallèle à la fois les projets longs et des projets courts dont vous êtes certain du succès rapidement, donc les fameux quick wins. Alors là, bien évidemment, quand vous lisez « Mettez en place une équipe », vous commencez à voir poindre le fait que se transformer au niveau digital, alors bien évidemment, tout dépend de la taille de la société, mais que ça nécessite des équipes dédiées. Et comme ça nécessite des équipes dédiées, ça nécessite un budget qui est également conséquent. On va le voir par la suite. Au niveau des quick wins, un élément très important, communiquer sur le succès de vos projets quick wins. Plus vous allez communiquer sur le succès des projets qui sont réalisés, plus vous allez créer de la motivation au sein des collaborateurs, de la part des collaborateurs, qui vont être d'autant plus impliqués dans les opérations de transformation et qui du coup vont en parler de manière positive. Donc ça crée une dynamique qui est très positive à l'égard de la transformation digitale au sein de la société. Et ça veut dire quoi également? Ça veut dire que si vous avez une personne qui est en charge de la communication interne à l'intérieur de la société, il faut l'intégrer, il faut l'impliquer à l'intérieur de l'équipe de la transformation digitale de manière à ce qu'elle fasse des communiqués pour transmettre l'information sur les succès de ces projets quick wins et transmettre du positif sur ce que ça a apporté aux collaborateurs, sur ce que ça apporte aux clients et sur comment on fait pour savoir que effectivement ça apporte du gain tant à la société qu'aux clients. Le facteur numéro 4, et je vois qu'on est déjà quasiment à la fin du timing, on y arrive. Quatrième facteur clé pour moi de la transformation digitale. On est dans le domaine du digital et l'un des grands atouts du digital, c'est la data et c'est le fait qu'on puisse tout monitorer, qu'on puisse tout suivre via des métriques. C'est l'une des grandes forces du digital, ce sont les métriques, ce que l'on appelle les KPIs, Key Performance Indicators. Il est important, donc les KPI et le budget. Le budget, c'est forcément le premier KPI que vous allez suivre, c'est la manière dont vous allez le consommer. Donc, il est important d'allouer un budget spécifique approprié à la transformation digitale. Vous construisez votre budget avec CAPEX et OPEX. Surtout, ne pas oublier d'introduire le budget formation des collaborateurs. J'ai parfois vu effectivement des budgets de transformation digitale où le budget de formation des collaborateurs était déporté sur le budget de la DRH. C'est important de l'englober pour avoir une visibilité totale de l'investissement qui est réalisé par la société de manière à se transformer. Les budgets de transformation digitale peuvent rapidement atteindre plusieurs millions, voire plusieurs dizaines, parfois plus, de millions d'euros, puisque on est en train de traiter d'un sujet qui va faire appel à des experts, notamment les experts digitaux, les experts de la donnée, des experts du web, et que comme effectivement aujourd'hui encore, même si on est en train d'en former de plus en plus, ces experts sont rares, eh bien, le coût de ces experts est relativement élevé. Et par conséquent, transformer une société au niveau digital, c'est faire appel à des profils qui sont parmi les plus coûteux aujourd'hui sur le marché, et c'est faire appel à ces profils coûteux pendant une longue durée. Et puis, c'est également
transformer la totalité de sa société, la totalité de ses collaborateurs. Donc, on aboutit de facto et de manière logique à des budgets qui sont extrêmement importants. Bon, les TPE, les PME, elles ont déjà des atouts, puisque en général, ce sont des entreprises qui sont agiles, ce sont les entreprises les plus agiles avec lesquelles j'ai travaillé, et forcément, on va être plutôt en train de déployer des solutions SaaS de manière déjà à réduire le coût d'implémentation et le coût d'usage des outils par la suite. Les KPI qui vont vous permettre de manière plus précise de suivre le succès et de suivre le déroulé de votre roadmap. Vos KPI vont résulter des questions que vous vous êtes posées précédemment, puis des opérations que vous adressez dans la construction de votre roadmap. Vos KPI, vous allez les suivre quasiment semaine après semaine si vous êtes capable de collecter la data. La diminution du CAC, suite à l'optimisation de texte et d'images de campagne AdWords, là je vous ai donné quelques exemples, l'optimisation des taux de conversion des leads prospects suite à une optimisation d'un parcours client sur un site internet, l'augmentation du trafic du site internet marchand, suite à des opérations d'optimisation SEO, SIA. Bon, on est sur des éléments très généraux. On peut également regarder l'utilisation d'Instagram, puisque aujourd'hui, on est plutôt en train de passer à l'ère du social commerce, où on se rend compte que finalement, 80% des utilisateurs d'Instagram utilisent Instagram de manière à prendre des décisions en vue d'un achat par la suite. Donc là, on est véritablement ici sur des questions très, très génériques que je vous ai indiquées. Introduisez les réseaux sociaux, introduisez l'ensemble des questions qui vous parlent et qui parlent aux sociétés dans lesquelles vous travaillez. Ces KPI, ils doivent être définis à la création même de la roadmap. Et ils doivent être définis en collaboration avec les directeurs exécutifs avec lesquels vous allez travailler. Et ils doivent être communiqués à l'ensemble des membres du COPIL et du COMEX. Les KPI, ça aussi c'est un point extrêmement important, ils ne sont pas conçus pour être gardés secrets. Les KPI, ils doivent être partagés. Ce sont des indicateurs de performance, de succès. Et même un échec, on est dans du test and learn constamment dès lors qu'on est en train de traiter de sujets digitaux. Et par conséquent, si quelque chose ne marche pas, ça ne veut pas dire que la personne qui l'a déployé a fait une erreur. Ça veut juste dire que ce qui a été testé, le format de ce qui a été testé, le visuel, c'était pas le bon visuel. Mais on est sur du test. Donc, on a introduit un nouveau visuel et c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on affine en entonnoir de manière à aboutir à la meilleure proposition. Donc, les KPI, ils doivent être communiqués à l'ensemble des directeurs qui participent à votre COMEX de manière encore à ce qu'on soit totalement transparent et à ce que les uns et les autres s'approprient cette transformation digitale. Bien, c'était la quasi-totalité des éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai été un peu rapide, mais l'idée c'était de vous faire passer à la fois des idées et également de vous donner sur la question de la transformation digitale des entreprises vraiment ce qui pour moi constitue les clés dès lors qu'on veut réussir une transformation digitale. Et encore une fois, on parle beaucoup de la transformation digitale depuis une dizaine d'années, mais rares sont les entreprises qui ont réussi à se transformer au niveau digital de A à Z. On a des exemples de très belles réussites de transformation digitale, notamment la société Club Med. C'est une belle réussite de transformation digitale, d'autres types de sociétés, mais ça nécessite véritablement que l'ensemble des 4 facteurs clés que je viens de vous présenter soient compris de la part de la direction générale en amont et que vous ayez un directeur de la transformation digitale avec un bon profil, c'est un peu un mouton à 5 pattes, bien évidemment, qui soit capable de déployer un plan de transfert. Voilà, je vous remercie pour votre attention.